Bonjour, merci d'être venu. On a le plaisir d'accueillir Édouard Sauvage pour Engie. Monsieur Sauvage, nous allons revenir un peu plus en détail sur votre parcours dans cette conférence. Mais voici quelques bribes en introduction. Après être passé par l'IX en 84, vous devenez ingénieur du corps des ponts, des eaux et des forêts. Vous faites ensuite une première partie de carrière dans le public, avant de passer dans le privé, chez Gaz Réseau Distribution France, GRDF, qui deviendra par la suite GDF, est une entreprise publique créée en 1946. Elle fusionnera avec Suez en 2008, avant de prendre le nom d'Engie en 2015. Vous êtes aujourd'hui directeur général adjoint en charge des activités infrastructures au comité exécutif d'Engie, qui compte environ 100 000 salariés. Donc pour initier cette partie de la conférence à propos de votre parcours, nous aimerions revenir sur vos activités dans le public en début de carrière. Donc à la sortie de vos études, vous commencez votre carrière à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, la DATAR. De nombreuses personnes au pont s'orientent vers des problématiques d'urbanisme et d'aménagement similaires. Pourquoi ces questions vous ont-elles naturellement attiré ? Alors, c'est une bonne question. J'ai pas commencé à la DATAR. Mon tout premier poste, il était en fait à la direction régionale de l'industrie à Marseille. Et il se trouve que oui, j'ai fait le choix à ce moment-là de me dire que j'étais attiré par le service public au sens large, mais pas forcément par un poste en direction départementale de l'équipement, puisque juste petite correction, quand je suis sorti de l'école, le corps n'avait pas encore fusionné avec les eaux et forêts, donc c'était vraiment le corps des ponts. Et donc l'alternative, parmi tous les postes qui étaient proposés à la sortie, c'est vrai que j'avais été attiré par ce poste à l'industrie, qui était ouvert à un élève un ingénieur du corps des ponts. Et en fait, dans ce poste, j'étais également à mi-temps chargé de mission auprès du préfet de région. Et donc sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec beaucoup de problématiques d'aménagement du territoire. C'était l'époque de gestion de la fermeture des chantiers navals de la Ciotat. Et donc ce poste auprès du préfet de région m'avait vraiment fait découvrir les problématiques de planification au sens large, distribution des crédits européens, politique régionale de développement. Et du coup, il y avait une continuité naturelle à travailler avec la DATAR qui était beaucoup en interface à l'époque avec les préfectures de région et donc les secrétariats généraux aux affaires régionales dans lesquels je travaillais. Donc ça s'est révélé une continuité, même si c'était pas forcément comme ça que j'avais préparé. Et en plus sur un poste qui était absolument passionnant, puisque j'étais le secrétaire du comité interministériel qui distribuait les primes, alors c'est les aides à la localisation des activités, dans le jargon de l'époque, donc les primes à l'aménagement du territoire. Donc c'est les primes qui étaient données aux entreprises qui s'installaient dans certaines zones sinistrées, avec une carte des zones sinistrées. Ça pouvait aller de la Lorraine à des zones type rural en développement. Et donc du coup, le métier, c'était de rencontrer en permanence soit des entreprises locales, des PME qui se développaient, soit aussi surtout des investissements internationaux qui venaient nous voir en disant écoutez, on hésite entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, et dites-nous pourquoi on doit venir chez vous. Donc c'était un des rares postes dans l'administration où finalement on était à la fois en contact avec toute la structure de l'État dans les régions. Parce qu'évidemment, à nouveau, mes correspondants dans les préfectures régions étaient toujours très motivés pour aider ces projets, et en même temps des entreprises de toute nationalité, japonaises, coréennes, américaines, etc. Donc c'est ça qui m'avait attiré sur ce poste. Donc dans les deux cas, c'est plus un choix de poste qu'une vision claire de se dire là j'ai un parcours tout tracé, et finalement ça c'est une leçon claire que vous tirerez de la vie, c'est qu'on sait à peu près où on veut aller. Mais après, il y a des opportunités qui arrivent et que vous saisissez. Après, comme toujours, on ne saisit que les opportunités qui correspondent à l'ouverture d'esprit que vous avez à ce moment-là. Mais par contre, le choix était très clair. Effectivement, c'était de démarrer ma carrière dans le service public avec l'idée, effectivement, de rentrer au corps des ponts pour travailler pour l'intérêt général, ce que j'ai continué après dans une entreprise de service public. Ok, merci beaucoup. Et justement, en parlant de ça, nous avons vu voir que vous êtes passé par le cabinet ministériel d'Alain Juppé en 1995. Vous étiez en charge de l'aménagement des territoires ou de la décentralisation. Et justement, ça peut être intéressant de comprendre l'intérêt de travailler dans un cabinet ministériel. Et donc, si vous pouvez nous parler de cette expérience et la comparer peut-être à une expérience que vous pouvez acquérir ensuite dans le privé.
et les intérêts des deux? Alors, fondamentalement, ça n'a rien à voir. C'est clair que si vous avez envie de travailler pour l'intérêt général, à un moment, aller dans un cabinet ministériel, sous réserve que la politique menée corresponde à vos convictions, c'est évidemment une opportunité extraordinaire. J'ai en plus eu la chance que ce soit au cabinet du Premier ministre qui donne une ouverture sur tous les sujets. Enfin, j'ai rarement eu dans ma carrière un moment où il y avait un groupe de collègues de toutes origines, de tous milieux. Donc on se retrouvait avec le conseiller agricole, le conseiller en charge de la fonction publique, le conseiller industrie. Et donc je dois dire, parmi les différents postes qu'on peut avoir dans les cabinets ministériels, évidemment si vous avez la chance d'être dans des postes interministériels, que ce soit Matignon ou dans un autre registre Bercy, c'est évidemment beaucoup plus passionnant par la diversité des sujets traités. Si vous êtes dans un ministère monométier, c'est passionnant aussi, mais il y a moins cette diversité et le sentiment finalement que au quotidien, c'est pas une caricature. Vous avez vraiment le sentiment d'être au cœur d'un truc qui sera dans la presse dès le lendemain. Et donc là, en termes d'expérience, c'est tout à fait passionnant. Et c'est aussi là que vous avez la meilleure vision sur comment fonctionne la machine étatique, avec ses faiblesses bien évidemment, comment fonctionne le dialogue. Alors c'était dans une logique différente de celle qu'on a aujourd'hui, mais comment fonctionne le dialogue avec les parlementaires, comment on peut pousser des textes de loi. Et c'est vrai que le dossier sur lequel j'ai le plus travaillé à l'époque, c'était le dossier de politique de la ville. Donc on avait cette volonté de relancer les zones de difficulté. On a sorti des règlements sur ce qu'on a appelé à l'époque les zones franches urbaines. Donc un dispositif fiscal et social dérogatoire pour réamener de l'activité économique dans les quartiers. Et on a vraiment tout géré, de la négociation avec la Commission européenne pour obtenir le droit de faire des mesures dérogatoires, parce que comme vous le savez, tout ce qui est mesures dérogatoires aux règles générales doivent être validées par la Direction générale de la concurrence et donc par la Commission européenne, le vote au Parlement, la mise en place de tous les décrets d'application. Donc ça a été 2 ans absolument passionnants, avec pour moi la grande satisfaction que, comme vous le savez, après les 2 ans d'Alain Juppé, il y a eu une alternance politique, et fait assez rare, parce qu'à l'époque on était malheureusement dans un système où l'alternance politique, on commençait déjà par détruire ce que ceux d'avant avaient fait avant de construire quelque chose de nouveau. Donc en fait tous nos textes sont restés inchangés. Et la deuxième chose dont je suis encore plus fier, c'est qu'en fait on avait obtenu un accord de la Commission européenne sur notre dispositif, et quelques mois après ils ont sorti une communication pour dire à tous les États membres, si vous voulez faire des choses pour les quartiers en difficulté, voilà les choses qu'on accepte. Et c'était un copier-coller de ce qu'on avait négocié avec eux. Donc ce qui veut dire qu'on entend souvent dire l'Europe c'est compliqué. Oui, quand on se donne la peine d'aller discuter avec eux, on peut tout à fait faire bouger les lignes dès lors qu'on leur a montré que ce texte et les mesures dérogatoires qu'on mettait en place étaient parfaitement adaptés à la situation de ces quartiers et ne faisaient pas obstacle au commerce européen et à la libre concurrence en Europe. Donc oui, si vous avez cette opportunité, c'est évidemment une expérience qui est tout à fait passionnante, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup sur la vie privée. Anecdote pas tout à fait exacte, un des collègues, quasiment le premier jour, c'était sa 2e expérience en cabinet ministériel, avait trouvé drôle de dire à tout le monde je préviens tout le monde, ceux qui ont déjà divorcé ont un avantage sur les autres. Bon. Lui avait divorcé, heureusement, tous les collègues du cabinet ne se sont pas retrouvés avec leur famille volant en éclats, mais c'est vrai que c'est évidemment très demandeur en termes de temps et de disponibilité. Donc vous évoquez un impact que vous avez pu avoir donc en parlant même au niveau en réussissant à négocier au niveau européen, mais vous parlez aussi des faiblesses de la machine étatique. Qu'est-ce que vous avez eu le sentiment un peu de pouvoir faire et au contraire d'être bloqué, etc. pendant votre expérience? Ce que je trouvais le plus frustrant, alors qu'on peut retrouver dans des grandes entreprises, mais pas du tout de la même manière, c'est ce que j'appelais un peu les jeux de rôle convenus de l'interministériel. Et finalement, évidemment, le rôle quand vous êtes au cabinet du Premier ministre, c'est justement de faire ce dialogue interministériel. Et d'ailleurs, les termes consacrés sont très frappants, puisqu'on parle d'arbitrage interministériel. Vous avez entendu, il faut en permanence arbitrer entre des ministères. Et donc c'est ça que je trouvais le plus frustrant, c'est qu'en gros, on avait un jeu de rôle. Le ministère, entre guillemets, dépensier arrive en demandant 100, le budget dit que c'est une horreur et qu'il faut mettre que 50 ou qu'il faut rien faire du tout. Et beaucoup de réunions, moi, me frustraient par le côté, on avait l'impression que certains, malheureusement, se prenaient plus un plaisir et jouaient une pièce de théâtre à essayer d'avoir des traits d'esprit pour casser le dossier, plutôt que d'essayer d'avoir un travail collectif pour se dire est-ce que oui ou non c'est conforme à l'intérêt général. Alors, on sait pourquoi l'État est schizophrène.
c'est normal qu'il y ait toujours une direction du budget, un ministère des Finances qui est là pour essayer d'éviter les dépenses et d'autres ministères. Mais c'est vrai que c'est logique où, à part sur quelques projets, il est très difficile d'avoir un vrai travail collectif et où du coup on tombe dans des jeux de rôle. Moi, j'ai trouvé ça très frustrant pendant les 2 ans que j'étais. Alors juste pour vous donner une anecdote, ça ne m'est pas arrivé à moi. Je sais que c'est arrivé à un de mes collègues dans un autre domaine, et en gros on lui dit il faut une réunion pour arbitrer entre 2 ministères. Donc il démarre la réunion, et puis à un moment il se rend compte qu'en fait les gens ne s'étaient pas parlé, quoi. Donc il leur dit écoutez, c'est pas la peine de me solliciter, vous parlez d'abord, je suis dans mon bureau, vous viendrez me chercher quand vous aurez d'abord échangé entre vous et que vous direz clairement ce que je dois arbitrer dans vos positions. Et il m'a raconté qu'une demi-heure après, quelqu'un est venu toquer à sa porte en disant finalement on s'est mis d'accord, c'est bon, on n'a plus besoin de décision de Matignon, quoi. Et ça c'était très caricatural d'un fonctionnement des administrations centrales qui va tout de suite demander un arbitrage. Et ça c'est clairement une faiblesse, c'est que voilà, l'arbitrage c'est facile, j'ai demandé quelque chose, il y a autre chose qui est arbitré, et donc quelque part je suis irresponsable. Et c'est vrai que le plus souvent dans les entreprises privées, vous avez moins ce comportement-là. Vous avez des luttes entre des directions, vous avez évidemment les financiers qui vous autorisent ou pas des dépenses, mais on voit quand même plus clairement, parce que l'entreprise est moins complexe que l'ensemble du service public, on voit plus clairement que tout le monde normalement va dans la même direction et que si le projet crée de la valeur pour l'entreprise, on doit pouvoir fédérer tout le monde autour de ça, les gens chargés de surveiller les dépenses comme les gens chargés d'investir et de pousser des dépenses commerciales. Donc après cette expérience dans le public, vous vous occupez encore un peu dans le public des inondations, je crois, ou des grandes crues. Oui, non, là c'est donc après Matignon, effectivement, j'ai fait un choix totalement différent puisque je suis allé à ce qu'on appelait à l'époque EDF-GDF Service, donc la distribution du gaz et de l'électricité en Seine-et-Marne. Et donc c'est pas tellement les inondations, c'était la grande tempête de l'an 2000. Vous qui êtes jeune, ça vous parle peut-être moins. Et donc on avait quand même eu 2 tempêtes coup sur coup balayant le nord de la France puis le sud de la France avec plusieurs millions de clients privés d'électricité. Et donc pendant 3 semaines, toutes les équipes d'électriciens, donc ça a été effectivement un des moments marquants des 5 années que j'ai passé comme manager au sein de EDF-GDF Service. Donc d'abord en Seine-et-Marne, puis après comme directeur du centre de Rouen et donc de toute la Seine-Maritime en étant responsable des clients et des réseaux gaz et électricité, puisqu'à l'époque les activités étaient gérées communes dans une espèce de GIE commun à EDF et Gaz de France qui était EDF-GDF Service. Et donc une expérience humaine tout à fait passionnante et totalement différente de Matignon. Et c'est là aussi, certains amis m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire après Matignon à encadrer, en gros pour simplifier, une centaine de CGTistes. Alors, il n'y avait pas que des CGTistes, mais enfin c'est vrai que la CGT est majoritaire dans l'entreprise EDF, encore plus à l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était clairement le cas. Et justement, je leur avais répondu, mais après cette expérience de Matignon, j'ai envie de faire quelque chose de totalement différent et venir faire finalement ce que j'avais pas fait, n'ayant pas fait un passage en direction départementale d'équipement, c'est-à-dire du management de techniciens et d'exploitants, et donc une centaine, puis 800 collègues, avec cette logique d'être dans une vraie activité industrielle et très concrète et très sur le terrain. Et la richesse de voir ce que c'est que d'encadrer, d'animer et de tirer le meilleur de collaborateurs. Donc ensuite, après, donc vous avez eu une expérience à Gaz de France, et après vous devenez chef des négociations avec différents pays de l'Est pour Gaz de France, notamment la Russie. En janvier 2009, il y a des tensions géopolitiques puisque l'Ukraine n'a pas payé la totalité du gaz qu'elle devait à la Russie en 2008. La Russie finit donc par stopper les livraisons de gaz à l'Ukraine. Problème, 80% du gaz russe qui transite par la terre transite par l'Ukraine. Il y a donc énormément de pays tout en Europe qui sont touchés et donc certains pays comme la Serbie ou la Croatie ne recevront plus de gaz pendant plusieurs jours en janvier 2008. Et dans le cas de la France, c'est 70% des approvisionnements qui sont coupés en gaz. Heureusement, la France ne dépend que à 15% du gaz russe.
Mais donc il y a donc d'importantes tensions au moment de cette crise parmi les acteurs on compte Gazprom, Naftogaz, la société ukrainienne qui fait transiter le gaz, et donc il y a des tensions jusqu'au sommet des deux pays, puisque c'est les deux premiers ministres de chacun des pays, donc notamment Vladimir Poutine, qui vont devoir échanger. Et donc vous êtes là pour essayer de défendre en parallèle les intérêts de la France. Est-ce que vous avez comment avez-vous géré cette crise qu'est-ce que vous avez essayé de faire valoir pendant cette période? Alors, le premier point, effectivement, c'était une grande répétition de ce qu'on a malheureusement revécu récemment, mais et là, pendant 3 semaines, et vous avez raison de le rappeler, à l'époque, quasiment tous les flux de gaz passaient par l'Ukraine. Il y en avait un petit peu qui passaient par la Pologne. Il n'y avait pas encore les gazoducs offshore Nord Stream. Et d'ailleurs, ça a été un des arguments de Gazprom pour dire, vous voyez, il faut que je fasse ce gazoduc, puisqu'on ne peut pas faire confiance aux Ukrainiens. On n'a jamais vraiment su qui était responsable entre les Russes et les Ukrainiens sur le fait qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur leur contrat de transit. Mais oui, on s'est retrouvé avec plus de gaz russe. Et alors, la leçon majeure et qui va valoir pour vous dans toutes vos activités à venir, je le dis très clairement, j'avais fait des notes évidemment au pouvoir politique à Gaz de France sur la situation, sur la crise, parce qu'on l'avait vu venir, les Ukrainiens disaient les Russes sont intolérables, les Russes disaient les Ukrainiens n'ont rien compris, etc. Et on disait tous, ça arrive tous les X années quand ils renégocient leur contrat de transit, à chaque fois ils se mettent d'accord au dernier moment, le 31 décembre à 23h59, ça va être comme d'habitude, et ils vont finir par se mettre d'accord. Et donc, à titre personnel, j'étais convaincu qu'il n'y aurait pas cette coupure. Mais comme je dis toujours, on avait un désapprovisionnement diversifié. La France avait toujours eu dans ce secteur l'idée qu'il fallait impérativement ne pas dépendre d'une seule source, et dans les obligations de Gaz de France, quand ils avaient le monopole d'importation, et dans les obligations des fournisseurs de gaz, quand on a ouvert le marché, il y avait cette obligation de dire vous devez pouvoir vous passer de la principale source d'approvisionnement. Alors, on n'a jamais dit vous devez pouvoir vous passer des Russes, on disait il faut pouvoir se passer de la principale source d'approvisionnement. By the way, ça peut aussi être lié à un problème technique. Si vous avez un gazoduc qui tombe en panne, vous pouvez avoir d'un coup votre première source d'approvisionnement qui disparaît, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc ça veut dire effectivement avoir des redondances dans le système, pouvoir y faire face, et ce qui est fondamental, c'est qu'en gros, il faut pouvoir être prêt à l'événement, même celui qu'on n'attend pas. Et ça vaut dans toutes les règles, et je pense que c'est une leçon à avoir, de se dire oui, ça fait partie du travail quand on est responsable, quand on a des responsabilités, là en l'occurrence assurer la sécurité d'approvisionnement du pays, de se dire je prépare les scénarios improbables, vous les appelez Black Swan, vous les appelez comme vous voulez, mais il faut effectivement les préparer. Et souvent les gens disent oui, mais par définition c'est des scénarios imprévisibles, comment les prévoir? Et oui, on ne sait pas ce qui se passe, mais comme je le disais, ce qui fait que vous pouvez perdre votre principale source d'approvisionnement si vous êtes un gazier, ça peut être un incident technique, ça peut être une crise géopolitique, ça peut être un incident commercial, mais la conséquence, on la connaît. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de gaz qui arrive à tel endroit? Et un autre exemple que j'aime bien donner, j'ai récemment raconté cet événement à des gens d'un ministère de la Santé d'un autre pays. Et pareil, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais comment vous pouvez anticiper un Black Swan? Et je les ai regardés, je leur ai dit, attendez, une pandémie mondiale qui amène à un confinement, je suis désolé, c'était dans tous les scénarios. Maintenant, on n'était pas prêt. Mais tout le monde savait que ça arriverait un jour. Relisez les rapports de la CIA, relisez ce que pouvaient dire les ministères de la Santé. Tout le monde disait, un jour, il y aura probablement une pandémie mondiale, etc. On l'a vécu et on s'est aperçu que beaucoup de gens n'étaient pas prêts. Et donc ça, c'est clair dans vos métiers, dans vos responsabilités, que ce soit dans le public ou dans le privé. Il faut être prêt aux scénarios improbables. Et en fait, on sait ce que c'est que les scénarios de risque ultime. Et au fond de soi, on n'ose pas toujours se dire, ok, je les prépare quand même, parce que il y a cette idée que y penser, les préparer, c'est peut-être se porter malheur ou quelque chose comme ça. Non, il faut les préparer. Après, ça a ses limites. Évidemment, qu'en pandémie mondiale, on ne gère pas le pays de la même manière qu'en temps normal. Et évidemment que quand il n'y a plus de gaz russe, il faut faire des changements, il faut renverser certains flux, etc. Mais il y a toujours des solutions. Merci beaucoup. On va continuer en parlant plus précisément d'Engie, en vous demandant que on a remarqué qu'en 2021, Engie a enregistré une hausse de 40% de ses bénéfices, et ce, notamment dû, pas que, mais notamment,
au conflit russo-ukrainien. Et donc on voulait se demander quel est le rôle d'Engie dans cette crise et ce que Engie doit faire. Et une deuxième petite question que je lie à ça, c'est comme on sait que l'État français a plus de 20% du capital d'Engie, on peut se demander quel est le rôle de l'État dans les décisions que prend Engie, et est-ce qu'il a encore une influence, et si oui, de quelle manière elle est exercée? Alors, il a une influence évidemment, il a des administrateurs désignés au board, il a pu lui arriver d'ailleurs, il a aussi un commissaire du gouvernement, puisqu'on considère que Engie gérant notamment les infrastructures gazières en France, via des filiales, mais les gérants, il est important qu'il y ait un commissaire du gouvernement présent au board, avec la possibilité effectivement d'interpeller sur certaines décisions qu'il considérait à l'encontre de l'intérêt général. Et comme je le disais, il y a plusieurs administrateurs désignés par l'État qui font le rôle d'administrateur. Après, les résultats qu'on a eus, vous l'avez à peu près compris, dans une situation où nous, on était prêts à pouvoir se passer de gaz russe, et on a pris très vite la décision de gérer le bilan comme s'il n'arrivait plus, à un moment où parce qu'il ne s'est pas arrêté tout de suite, le gaz russe. Au début, il continue à venir, et petit à petit, ils ont mis fin à certaines livraisons, puis il y a eu l'accident sur le Nord Stream, etc. Mais dès le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, on s'est dit, on part de l'idée que ça va être coupé. Donc on a été finalement un des premiers, et on était surtout prêt à nouveau, là où notre collègue historique allemand était beaucoup trop dépendant du gaz russe et n'a pas su s'en passer, et s'est retrouvé en faillite et renationalisé par les Allemands. Donc une partie du résultat, c'était lié au fait que si vous êtes entre guillemets en bonne situation dans un marché où tout le monde charge désespérément, vous pouvez évidemment jouer sur cette volatilité du marché. Et le deuxième phénomène, c'est qu'on est producteur d'électricité, que ce soit du nucléaire en Belgique, que ce soit de l'hydraulique en France. Donc les prix de l'électricité ont flambé, à la fois parce que le prix du gaz a flambé et parce que, au même moment, malheureusement, EDF a vu beaucoup de ses réacteurs arrêtés à cause des problèmes de corrosion sous contrainte. Et donc, même si beaucoup de gouvernements, dont le gouvernement français, ont mis en place des taxes exceptionnelles pour prélever une partie de la surrentabilité des actifs de production électrique, il y a aussi eu une amélioration très forte de la rentabilité de nos actifs de production électrique. Donc les deux ont fait qu'effectivement, on a eu de bons résultats, mais comme je dis toujours, c'était pas des vents favorables qui nous ont permis d'avoir ces bons résultats, c'est qu'on avait préparé ces scénarios de crise et qu'on a su affronter la tempête beaucoup mieux que d'autres. Merci beaucoup. Dans les statuts d'Engie, on retrouve une raison d'être, agir pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. Quelle est votre stratégie pour la transition vers les énergies renouvelables que vous avez commencé déjà à opérer? Et comment ces objectifs s'articulent-ils avec vos activités gazières? Enfin, vous vous engagez également dans la filière hydrogène. S'agit-il selon vous d'une partie majeure de notre futur énergétique? Alors, point numéro 1, on n'est pas que dans les renouvelables. Notre priorité, c'est d'abord l'efficacité énergétique. Et donc, et quand on regarde, Engie, vous l'avez rappelé, ça a été une fusion entre plusieurs entreprises, et on a de tout temps, et le gros des salariés de la maison travaillent dans des services d'efficacité énergétique, ou les réseaux de chaleur, mais les réseaux de chaleur ont beaucoup été vus comme une mesure au départ d'efficacité énergétique. Mais c'est surtout de l'efficacité énergétique. Autre exemple, on a été en France les premiers à lancer, c'est le programme GJ avec Engie, des systèmes récompensant nos clients lorsqu'ils baissaient leur consommation d'énergie. Et donc dès le début, et ça c'est clairement, on a été dans les tout premiers dans le monde à prendre le virage de la transition énergétique pour une entreprise qui était ce qu'on appelle une utility traditionnelle, producteur de gaz, producteur, vendeur, distributeur de gaz et d'électricité. Et donc dès le début, c'est vrai que j'étais directeur de la stratégie à l'époque auprès de Gérard Mestralet, on a vraiment accéléré ce mouvement. Et je pense que notre force par rapport à d'autres, c'est qu'on avait dans le groupe des équipes qui faisaient des opérations d'efficacité énergétique, et on avait un panel très diversifié de production de tout temps. On a eu de l'hydraulique, du nucléaire, des cycles combinés gaz, des projets hydrauliques au Brésil, des projets éoliens. Donc il n'y a pas eu comme d'autres cette logique, je suis mono-industrie et donc je dois m'accrocher impérativement à une technologie. Et il y a eu dès le départ l'idée de se dire la transition énergétique va arriver très vite et il faut qu'on joue effectivement à la fois le consommer moins, consommer mieux, consommer vert. Et donc on est vraiment sur ces trois piliers. Et typiquement si je prends le gaz par rapport à d'autres, on n'était que
très minoritairement producteurs. Le métier historique de Gaz de France était d'acheter et revendre du gaz. C'était pas du tout de produire, même si à un moment on a développé une activité d'exploration-production. Bon, finalement, si vous êtes uniquement un négociant, que les volumes baissent, c'est pas très grave. Et si en plus vous créez de la valeur avec vos clients en leur faisant faire des mesures d'économie, c'est beaucoup plus facile de prendre le virage que si vous êtes un producteur et si vous dites ah mon Dieu, peut-être que demain plus personne ne voudra acheter mon gaz, pourtant il est là dans le sous-sol et qu'est-ce que va devenir? Et vous le savez bien, si on veut respecter le 2 degrés, les réserves déjà connues sont bien supérieures à ce qu'on peut aujourd'hui émettre, sauf à trouver des solutions de stockage du CO2. Nous, on n'a pas du tout cet état d'âme, et d'ailleurs, on a décidé de sortir complètement de l'EIP. Donc, baisser les volumes n'est pas un problème. Et par contre, et j'y reviendrai, on est absolument convaincu que la transition énergétique réussie, c'est à nouveau consommer le moins possible, mais surtout jouer sur la complémentarité gaz et électricité pour avoir un système énergétique résilient. Et donc, cette complémentarité gaz et électricité, c'est notamment quand on parle des problèmes de pointe hivernale. Aujourd'hui, on est toujours dans une situation où la pointe hivernale gazière, elle est très supérieure à la pointe électrique. Et donc, quand certains disent « Ah, il faut supprimer toute l'utilisation du gaz, passer à l'électricité », ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Et on est convaincu, pour une raison toute simple, que le gaz se stocke. Et finalement, tous ceux qui travaillent sur l'hydrogène, c'est avec la même idée. C'est de dire « Il faut trouver des moyens de stocker de l'énergie ». Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution efficace pour stocker de l'énergie sur au-delà de quelques heures, autrement qu'en passant par des molécules. Et donc l'intérêt de la molécule hydrogène, c'est qu'effectivement, c'est une des rares molécules utilisées qui est décarbonée, et donc vous pouvez la réutiliser. Maintenant, elle a quelques difficultés, la molécule hydrogène. Aujourd'hui, vous le savez tous, le gros de l'hydrogène des produits dans le monde, c'est en faisant du steam methane reforming. Donc en fait, c'est à partir de CH4 et en émettant du CO2. Donc c'est vrai qu'utiliser cet hydrogène-là, c'est un peu bonnet, puisqu'il a un bilan carbone encore pire que le gaz naturel, d'où tous les débats sur avoir de l'hydrogène vert ou le fameux hydrogène bleu qui serait restocker le CO2 dans les gisements gaziers qui peuvent exister. Et de manière évidente, Equinor, le pétro-gazier norvégien, travaille beaucoup sur ce concept qui lui permettrait de renvoyer le CO2 dans ces gisements de gaz et du coup de vendre plus que de l'hydrogène. Et pas du CH4 à ses clients. Donc est-ce que ça va arriver? Oui. Par contre, on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas compétitif. Là où par contre, on a un énorme sujet toujours devant nous, c'est remplacer les centrales à charbon pour produire de l'électricité. Donc la deuxième difficulté, c'est quand certains disent « Ah, il faut qu'on utilise des renouvelables électriques pour fabriquer de l'hydrogène vert ». Enfin, la première priorité, si vous avez de l'électricité décarbonée, c'est de commencer par chasser complètement le charbon de l'utilisation de la production d'électricité dans le monde. Et il y a encore de quoi faire dans ce domaine. Donc c'est là où l'arrivée de l'hydrogène bleu va se faire plus tard dans le temps, l'hydrogène vert va se faire plus tard dans le temps, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus économique, si vous cherchez votre bilan carbone évité, de commencer d'abord par fermer les centrales à charbon. Très bien, merci beaucoup. On a pu lire sur Engie que Engie a un objectif de parité dans le futur. Donc nous pouvons nous demander quand est-ce que vous avez pris cette décision et comment va s'organiser le recrutement, votre stratégie de recrutement, sachant que vous recrutez dans des secteurs où il n'y a pas cette parité. Je regarde la salle, oui, c'est sûr qu'on n'est pas encore à 50-50 dans cette salle. Écoutez, comme directeur général de GRDF, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Effectivement, la réponse souvent de mon DRH était de me dire je peux pas, tant qu'il y a que 20-25% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, comment veux-tu qu'on soit à parité? Et là, à chaque fois que je regardais, je lui dis mais t'es sûr qu'on a besoin d'ingénieurs pour tous les métiers qu'on fait? Honnêtement, si c'est pour un métier que j'ai adoré, encadrer quelques dizaines de techniciens qui sont appelés quand il y a une odeur de gaz et qui vont réparer chez vous, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur pour les manager, pour réussir, etc. Et on a quelques jeunes femmes qui faisaient un super boulot de manager avec une formation tout simplement étudiante. D'ailleurs, la directrice générale de GRDF qui m'a suivi, elle fait des études plutôt littéraires, elle est diplômée d'une faculté et elle n'est pas du tout ingénieure. Donc il y a ça déjà. C'est pas parce qu'on est une entreprise industrielle, je parle même pas évidemment des métiers spécifiques, RH, juriste, mais pour moi la parité, c'est pas dire regardez j'ai un COMEX paritaire, ma RH est femme, ma DIRCOM est femme, et à l'inverse, ah non, les métiers techniques, ça c'est que pour les hommes. Et on a la chance chez LG d'avoir 40% de femmes dans le COMEX, une femme directrice générale,
mais également une femme en charge de l'IT. Et pour le coup, le DRH est un homme. Donc, et je sais qu'à GRDF, j'étais aussi attentif à ça. Ma directrice technique était une femme. Et j'avais une directrice régionale femme. Et j'ai beaucoup poussé des femmes en exploitation. Et y compris à se dire, bah oui, certaines collègues qui avaient démarré parce que c'est une voie classique dans des métiers, interface avec les collectivités locales, chaque fois qu'elles disaient, bah tiens, pourquoi pas essayer l'exploitation, bah, on prenait ce risque. On prenait ce risque managérial de dire, bah oui, on tente, et puis si ça marche pas, ça n'aura pas marché, c'est pas grave. Okay, très bien, merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure de diversifier votre apport de gaz et d'énergie. Et pour cela, nous avons pu lire qu'Engie a conclu un accord en mai 2022 d'approvisionnement de 15 ans pour du gaz naturel liquéfié auprès d'une société américaine NextDecade pour environ 2 millions de tonnes par an à partir de 2026. Donc cet accord fait suite aux enjeux qu'on a parlé tout à l'heure du conflit russo-ukrainien. Cependant, le gaz naturel liquéfié est 2,5 fois plus polluant que le gaz naturel. Et c'est pour ça que cette décision a été beaucoup critiquée par beaucoup d'associations comme Amis de la Terre, et qui disaient par le fait que l'État est un nouveau actionnaire, que l'État avait un double discours. Et donc, la question qu'on va vous poser, c'est que comment va se passer cette diversification à long terme, puisque le gaz naturel liquéfié, surtout venant d'Amérique, n'est pas forcément soutenable, et surtout pour la France, comment ça va se passer, et plus globalement, comment va évoluer le gaz du marché européen avec ce conflit, et est-ce que l'augmentation des prix du gaz est une fatalité voilà. Alors, il y a deux éléments dans votre réponse, et les deux sont passionnants, et j'espère qu'on pourra après en débattre avec tout le monde. C'est finalement, quel est le réel bilan cycle de vie, gaz à effet de serre des différents vecteurs énergétiques, et avec effectivement certains raisonnements en disant c'est pas tout à fait le même résultat. Alors on connaît bien le paradoxe du véhicule électrique. Si vous dites une réglementation disant je regarde que la pollution quand il roule et que vous regardez pas le contenu carbone de l'électricité que vous mettez dedans ou le contenu carbone de le fabriquer, vous prenez des mauvaises décisions. Et puis il y a une deuxième question qui est finalement, et c'est un peu la réaction des Amis de la Terre, non mais on ne peut pas se permettre de consommer autant de gaz naturel et il faut arrêter de chercher de nouveaux champs, arrêter d'en mettre en exploitation, etc. Alors sur ces deux sujets-là, j'ai des avis relativement tranchés, tout en disant, on sait bien que tenir 2 degrés est un pari immense et qu'il faut complètement changer énormément de choses puisqu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire et même si un certain nombre de pays commencent à être sur un plateau en termes d'émissions de CO2 dans le monde, on voit bien qu'aujourd'hui, on est quand même toujours dans une trajectoire ascendante des émissions de carbone de la planète et de tous les gaz à effet de serre. Point numéro 1, bilan cycle de vie. Alors, parfois certains disent « Ah oui, mais quand on rajoute les émissions de méthane, c'est même pas mieux que le charbon ». Juste un point qu'ils oublient toujours, c'est qu'aujourd'hui, les émissions de méthane de la chaîne du charbon sont supérieures aux émissions de méthane de la chaîne du gaz naturel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'est-ce qui est le pire dans une mine de charbon? De temps en temps, ça explose. À votre avis, qu'est-ce qui explose? Ça s'appelle du grisou, c'est du méthane. Donc les émissions de méthane, et ça, vous pouvez reprendre tous les rapports mondiaux un peu sérieux, liés au charbon, sont bien supérieurs à ceux liés à la chaîne du gaz naturel. Donc ceux qui tirent une conclusion rapide en disant « Ah là, mais à cause des émissions de méthane, il faut se passer du gaz naturel, finalement le charbon, c'est pas si mal », se trompent complètement. Après, le troisième grosse source d'émissions de méthane, c'est les espaces humides, etc. Là aussi, on n'a pas forcément envie, pour d'autres raisons, d'assécher les marais humides qui sont indispensables à la biodiversité. Donc cette lutte, elle est compliquée. Donc il faut aller chercher les vrais chiffres. Par contre, oui, c'est totalement anormal, et j'ai toujours été personnellement choqué de voir qu'au début du développement du gaz de schiste aux États-Unis, on torchait du gaz aux États-Unis. Enfin, les boîtes de oil and gas ont fait des efforts pour arrêter de torcher dans des pays compliqués comme le Nigeria. Voir que les Américains ont autorisé le torchage au début de ce développement, c'est complètement scandaleux, alors qu'ils avaient des réseaux gaziers. Et d'ailleurs, assez vite, un certain nombre d'acteurs ont dit non, il faut commencer à travailler un peu sérieusement, et il faut évidemment limiter les fuites de méthane sur l'ensemble de la chaîne. Donc limiter les fuites de méthane sur l'ensemble de la chaîne, c'est possible. GRT Gaz, la filiale de transport d'Engie, a déjà divisé par 2 ses émissions de méthane sur le réseau, GRDF aussi.
C'est une des raisons pour lesquelles on renouvelle le réseau. C'est effectivement certains anciens matériaux qui étaient utilisés n'avaient pas la même étanchéité. Il n'y a aucun problème de sécurité, parce que si vous avez une molécule qui part de temps en temps, c'est absolument pas dangereux. Mais effectivement, des réseaux complètement neufs permettent de limiter les émissions de méthane. Et oui, travailler sur les émissions de méthane de l'ensemble de la chaîne gazière, du puits jusqu'au client final, est important, parce qu'on sait bien que le méthane est pire que le CO2 en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et le méthane pledge a été pris par les entreprises de l'oil and gas sérieuses, ils sont dessus et on doit continuer à progresser. Donc ça c'est la partie, est-ce que cette chaîne est vertueuse? Après oui, du gaz par gazoduc, ça a un meilleur bilan carbone que du GNL, parce que il faut refroidir le GNL, vous dépensez de l'énergie pour faire ça, et évidemment cette énergie, elle est dépensée, et il faut essayer de l'éviter, même si on peut mettre des compresseurs électriques dans certains pays. Après, il y a la deuxième question qui est, finalement, pour sauver la planète, faut arrêter de produire de l'énergie et c'est ça la bonne solution. Globalement, la réponse est assez claire. Malheureusement pour nous, Vladimir Poutine nous a obligés à tester cette solution. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Une chute brutale de l'offre d'énergie fossile. C'est exactement ça qui s'est passé, ce que certaines associations appellent de leur vœu. Brusquement, il y a une chute brutale de l'offre d'énergie fossile disponible. Et en plus, ça a été prémédité, puisque ça, tout le monde ça commence à se dire, mais tout le monde ne l'avait pas vu tout de suite. Gazprom avait, parce que les règles de la concurrence faisaient que Gazprom pouvait réserver des capacités de stockage en Europe comme n'importe quel autre acteur. Ils avaient réservé des capacités de stockage, et comme par hasard, l'été avant l'invasion de l'Ukraine, ils n'ont pas rempli leur capacité de stockage. Donc, ils l'ont fait, et en plus, dans un marché qu'ils avaient volontairement raccourci, en ne remplissant pas les capacités de stockage. Résultat des courses, vous le savez, on s'est mis à acheter très cher du gaz naturel liquéfié partout. Pas tous les pays, mais un grand nombre de pays dont la France ont mis en place des boucliers tarifaires qui ont coûté des milliards. Donc je veux bien qu'on dise que c'est une bonne solution de réduire brutalement l'offre, mais on s'aperçoit que c'est socialement pas possible, politiquement pas tenable. Quasiment tous les pays européens ont craqué et ont fait payer leurs contribuables d'une manière ou d'une autre, par de la dette, où les Allemands, typiquement le gouvernement allemand, s'est mis à acheter du gaz à des prix monstrueux, y compris d'ailleurs certains acteurs allemands lui disaient arrêtez, les traders sont en train d'en profiter, et les prix ont flambé. Et en bilan carbone, le bilan carbone a été dégueulasse. Le coût, alors il y a eu une baisse de la conso, c'est vrai, donc il y a eu globalement une réduction des émissions de carbone en Europe pendant cette crise, puisque les prix ayant flambé, ça marche toujours, hein, si vous augmentez les prix, même si l'élasticité de l'énergie qui est un besoin vital n'est pas aussi élevée que d'autres domaines, oui, les consommations étaient en baisse. Mais comme on a brûlé moins de gaz et plus de charbon, le bilan carbone n'est pas terrible. On fait un calcul rapide, le coût de la tonne de CO2 évité est à 2400. Sur ce qu'ont fait les pouvoirs publics en France à ce moment-là. Si je prends globalement, la France en 2022 a moins émis de CO2, quand on compare aux milliards qui ont été mis en bouclier tarifaire, en achat d'énergie hors de prix, le résultat c'est 2400. Et je ne compte pas là-dedans le fait que la Chine a réexporté du GNL qu'ils avaient acheté, qu'ils ont vendu aux Européens en faisant une plus-value, et du coup ils l'ont remplacé par quoi? Par du charbon. Donc ils ont augmenté leur production d'électricité à partir de charbon de 7% en 2022. Et dernier point, oui, il n'y a pas eu de blackout en Europe, il y en a eu au Pakistan. Parce que le Pakistan avait acheté du GNL à long terme, et le Bangladesh aussi, ils avaient acheté du GNL à long terme. Alors ils avaient prévu des clauses de dédit si jamais ils n'étaient pas livrés. Il se trouve que quand les prix font x4, x5, la clause de dédit qui était pas du tout à ces hauteurs-là, un certain nombre d'acteurs leur dit il n'y a pas de problème, je te paye la clause de débit, je te livre pas, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui paye beaucoup plus cher. À peu près comme pendant la crise du Covid, on achetait hors de prix des masques et les États se faisaient la concurrence pour acheter des masques sur les tarmacs d'aéroports. Et donc du coup, il y a eu des blackouts dans ces pays-là. Donc le résultat global, honnêtement, après on peut dire c'est dommage, parce qu'on ne voit pas comment réduire la demande autrement, mais le résultat global est désastreux. Donc tester l'idée que c'est en limitant l'offre d'énergie fossile qu'on va pouvoir réussir la transition énergétique, voilà, on a testé, ça ne marche pas. Ou alors il faut avoir toute une population qui dit ah ben pas de problème, j'aurai froid, je me chaufferai pas du tout, etc. Et by the way, ils l'ont fait. Historiquement, les températures moyennes dans les logements ont toujours augmenté depuis les années 70. Pour la première fois, on voit une rupture, ça a baissé. Alors ça a baissé pour beaucoup contraint et forcé, parce que même s'il y a eu des boucliers tarifaires, le prix a quand même bien augmenté.
Et ça a baissé aussi parce qu'il y a eu des messages de communication qui ont eu un certain effet. Des gens qui se sont dit « Ah oui, quand même, on va quand même pas aider Poutine, je regarde ma température, je baisse, etc. » Nos analyses, on a fait quelques sondages et autres, ça a été moitié-moitié. La baisse de conso indéniable, mais loin de suffire. Et d'ailleurs, je crois que quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici dit bien, globalement, si on veut respecter notre trajectoire, il faudrait se faire une crise Covid ou une crise russe quasiment tous les ans. Donc bon, ça fixe l'ordre de grandeur. Et donc c'est pour ça que nous, on dit clairement, la solution ne viendra pas d'une réduction brutale de l'offre fossile, elle doit venir effectivement de ruptures technologiques permettant de consommer beaucoup moins et permettant surtout d'avoir des sources décarbonées pour remplacer ces besoins énergétiques qui ne disparaîtront pas. Et dans le Ou futur, s'ils disparaissent, ça sera évidemment dans des sentiments sociaux très difficiles. et dans le futur, comment vous envisagez cette diversification d'apports de gaz? Et est-ce qu'elle conduira forcément vers une augmentation de plus en plus des prix ou Non, mais dans le futur, on est absolument convaincu que les consommations de gaz vont baisser. Enfin, les consommations de gaz en France baissent depuis des années. Elles ont baissé plus rapidement à l'occasion de cette crise. Elles vont continuer à baisser parce qu'il y a des technologies meilleures, développement de pompes à chaleur hybrides, remplacement de chaudières. Il y a encore un potentiel significatif d'économie en remplaçant des vieilles chaudières gaz par des chaudières neuves qui sont beaucoup plus efficaces, en améliorant l'isolation dans le résidentiel, etc. Donc après, les chocs, c'est très compliqué à gérer socialement. Oui. Mais oui, ça va baisser. Et alors, est-ce qu'un jour on va reacheter du gaz russe? Là, on est dans la politique fiction. Maintenant, comme vous l'avez souligné, oui, c'est normalement, si la chaîne est bien gérée, c'est celui qui devrait revenir le moins cher en Europe. Donc, bon, on ne peut qu'espérer qu'un jour on pourra refaire du commerce avec ce pays qui est riche en énergie. Mais ce jour, on n'a pas la moindre idée de quand c'est. Maintenant, à propos de l'électricité, Engie est le deuxième fournisseur d'électricité en France. Et il y a une loi au niveau européen sur l'électricité qui est en train de se dessiner. Que pensez-vous de cette loi et des perspectives qu'elle promet, sachant que vis-à-vis du gaz, elle pose aussi potentiellement des questions par rapport à la rémunération des actifs gaziers? Alors, d'une manière générale, c'est vrai que la régulation est compliquée. Bon, je vous parlais de l'obligation de prévoir les scénarios de crise. En fait, la difficulté dans le système énergétique, c'est est-ce que vous êtes cohérent dans votre régulation entre les risques que vous voulez couvrir et que vous demandez aux acteurs de couvrir et un fonctionnement normal de marché. Et comment vous le faites? Et en fait, on n'a toujours pas trouvé, parce qu'il y a 27 pays à mettre d'accord et que historiquement, des pays ont des visions très différentes de comment il faut s'organiser, aussi bien dans comment doit fonctionner le marché. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'un marché court terme, ça fonctionne sur le prix marginal et qu'il n'y a que comme ça que ça doit fonctionner. Par contre, la question de comment vous vous assurez que les investissements nécessaires permettant de garantir, y compris en cas de scénario compliqué, là, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une régulation efficace. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Pour vous donner un exemple, les directives européennes disent clairement qu'on doit pouvoir couvrir un risque 5%. Un risque 5%, ça veut dire délestage important tous les 20 ans. Là aussi, à part effectivement pendant cette crise russe, où on l'a évité, on s'aperçoit que politiquement, aucun gouvernement en Europe, en fait, n'est prêt à faire des délestages massifs de sa population tous les 20 ans. Donc on a une régulation qui dit, on demande aux industriels de couvrir ce risque-là, et en fait, on a des politiques qui, quand ils sont dans leur pays, ils disent « Ah non, mais... » Alors, pour le coup, on parlait de la crise de 2009, je l'ai vécu. En crise de 2009, il n'y avait plus de gaz russe, donc on avait perdu la source principale, et en plus, c'est un hiver froid, pas de chance. Et effectivement, moi, je disais, normalement, dans nos obligations réglementaires, on est censé couvrir perte de la principale source en scénario climatique normal, ou hiver très froid, mais on n'est pas censé couvrir les deux en même temps. Et en gros, la réponse du politique, ça a été « t'es gentil, maintenant tu nous ramènes du gaz et tu te démerdes ». Voilà. Et c'est logique, évidemment que je m'attendais à ce qu'il fasse ça. Et pour l'anecdote,
On s'était mis d'accord avec nos collègues de l'ENI pour s'échanger d'une cargaison de GNL et on a reçu un appel du cabinet du Premier ministre disant « Ah, on a eu un appel du Premier ministre italien, c'est quoi ce GNL que vous piquez aux Italiens ?» Nous, on l'a pas piqué, on a échangé contre autre chose. Enfin, bien sûr, c'est extrêmement sensible. Et donc le problème, c'est la cohérence d'une politique. Jusqu'où vous dites si je veux que vous couvriez un risque, je vous demande de mettre en place un système permettant de couvrir ce risque. Et by the way, ça ne veut pas dire qu'il faut un monopole. Vous avez tous en tête qu'on est dans un pays où vous êtes obligé d'avoir une assurance automobile quand vous prenez un véhicule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul assureur qui vous donne cette assurance. L'assurance automobile est un marché parfaitement concurrentiel. Par contre, on vous dit, vous êtes obligé de faire la preuve que vous êtes assuré. Et donc on voit bien que dans le système électrique, c'est la même chose. Le problème, c'est comment vous rémunérez la capacité disponible pour faire face à des aléas, que ce soit un aléa de consommation ou un aléa de problèmes de production de certains actifs, versus comment vous rémunérez la production d'énergie elle-même et la vente d'énergie elle-même. C'est tout le problème marché de capacité par rapport à un marché uniquement énergie. Et c'est vrai que la Commission européenne, depuis le début, défend ce qu'ils appellent le Energy Only Market, qui en gros, on doit pouvoir rémunérer les actifs par leur production d'énergie, et comme l'énergie vaut très cher, quand il y en a beaucoup besoin, c'est comme ça que les actifs de pointe se rémunèrent. Et en fait, vu de moi, la sociologie européenne n'est pas du tout dans cette mentalité-là. Et on voit bien d'ailleurs, dès qu'il y a un peu des pointes de prix, ça fait là aussi la une des journaux, etc. Et en fait, on est globalement, à quelques exceptions près de certains pays, plutôt dans une logique, on préfère payer une assurance. Et payer une assurance, c'est exactement ça. C'est-à-dire, mettez-moi de côté des capacités qu'on n'utilisera qu'en cas de coup dur. Celles-là, je les sors du marché. Merci beaucoup. Donc on a fini donc, les questions ici. Donc si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Oui, maintenant je vais t'apporter le micro. Bonsoir. Avec votre double expérience, à la fois dans le public, dans le cabinet interministériel, et dans le privé chez Engie, donc vous avez cette double casquette parce que vous avez œuvré à la fois pour l'intérêt général et à la fois pour une entreprise qui est lucrative, en particulier depuis l'ouverture à la concurrence du gaz. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de la sobriété énergétique et puis de la décroissance. Est-ce que pour vous ça semble viable pour une entreprise lucrative qui a des concurrents? Alors j'y ai déjà en partie répondu. Alors comme vous l'avez vu, j'ai démarré dans le public, je suis après passé dans une entreprise qui à l'époque était une entreprise publique, dans un service public, et finalement le gros de mon activité professionnelle a beaucoup tourné autour d'entreprises de service public. Quand j'étais directeur général de GRDF, c'est un service public régulé, nos tarifs sont approuvés par le régulateur, etc. Après évidemment quand j'étais en charge des achats-ventes de gaz, ça c'est, même si c'était politiquement sensible, c'était une activité totalement privée et effectivement commerciale. Sur la question, et je le redis, dans l'ADN de notre groupe, l'efficacité énergétique, aider les gens à consommer moins, fait partie de ce service pour lequel on est rémunéré. On a lancé tout le temps des contrats de performance énergétique avec les industriels. Je citais l'exemple de notre commercialisateur Engie pour les particuliers, j'agis avec Engie, qui récompense les gens quand ils dépensent moins. Pourquoi on peut le faire? Je vous l'ai dit rapidement sur le gaz. De toute façon, on n'est pas producteur, donc notre marge se fait pas au kilowattheure. Et le gestionnaire du réseau de distribution, c'est pareil. Puis, si les gens vous payent dans un abonnement fixe plutôt que vous payez au kilowattheure qu'ils consomment, l'essentiel, c'est que vos coûts soient couverts. Donc, vous pouvez tout à fait avoir des modèles qui fonctionnent, qui incitent à la sobriété et qui récompensent la sobriété. C'est d'ailleurs un peu ce qui existe, même si le dispositif est pas très efficace et régulièrement critiqué, dans ce qu'on appelle le système des certificats d'économie d'énergie, où aujourd'hui, vous êtes vendeur d'énergie, vous êtes obligé, vous devez prouver que vous faites des actions chez vos clients amenant des économies d'énergie. Alors après, on pourrait en parler pendant des heures, parce que le système, c'est des fiches théoriques, et après, vous le savez, ça donne lieu à beaucoup de fraudes, puisque il y a évidemment des margoulins qui disent « Ah, je vous jure, j'ai changé l'isolation de la maison de Madame Michu », et ils l'ont juste pas fait, et ils essayent d'empocher pas une aide publique, puisqu'en l'occurrence, les certificats d'économie d'énergie sont payés par les fournisseurs, mais un système comme ça. Mais oui, ça existe. Fondamentalement, ce qui intéresse votre client, c'est d'avoir un service rendu au coût le plus bas possible pour lui.
Donc si en faisant un investissement ad hoc chez un industriel, il consomme moins d'énergie, il sera très content et il est prêt à rémunérer ça. Donc il n'y a pas besoin de s'inscrire dans une croissance des kilowattheures. Par contre, oui, il y a besoin de s'inscrire dans un système toujours plus compliqué et oui, ça veut dire aussi certains investissements. Des grandes raisons de non-croissance vous savez que depuis des années maintenant, la consommation d'électricité en France est stable. Il y a eu d'ailleurs un débat disant mais est-ce qu'elle ne va pas repartir à la hausse parce qu'il faut remplacer certains vecteurs énergétiques par de l'électricité. Elle était stable parce qu'il y a eu des améliorations technologiques. Les éclairages ont fait des progrès considérables. Bon, il y a des entreprises qui ont créé de nouvelles types d'ampoules, ça s'appelle les LED, qui les ont vendues, on a remplacé d'autres ampoules, etc. Donc vous êtes rémunéré sur ces investissements-là, et c'est un modèle parfaitement viable. Après, à titre personnel, l'idée qu'on puisse augmenter de 15% son chiffre d'affaires ad vitam aeternam, ça ne tient pas la route. Enfin, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et il faut là-dessus être évidemment réaliste. Maintenant, bon, vous ne pouvez pas le faire pendant un siècle entier, mais vous pouvez le faire pendant un certain temps sans difficulté, si vous êtes sur les bons segments au bon moment. Si j'ai bien compris, il me semble que vous étiez à Engie lors de la privatisation de l'entreprise, et je voulais savoir si ça a changé la culture d'entreprise et comment vous viviez votre travail. Alors j'étais à Gaz de France au moment où Gaz de France a été introduit en bourse, effectivement, puis après on a fusionné avec GDF Suez. Objectivement, l'introduction en bourse n'a pas changé grand-chose à la culture de l'entreprise. La fusion avec GDF Suez a été, elle, pour le coup, une vraie rupture. Et notamment parce que souvent dans une entreprise publique, vous avez des cœurs de métier historiques qui font leur force. Et alors, typiquement à Gaz de France, vous aviez on va dire deux cœurs de métier bien connus, de la distribution, parce que le gros des troupes était dans la distribution, et donc toute l'activité de servir 11 millions de clients particuliers, et l'autre métier, c'était justement ce métier d'achat de gaz et de négociation avec les grands producteurs de gaz, etc. Après, au moment de la fusion, et alors côté Electrabel, évidemment, les métiers nobles, c'était les producteurs nucléaires, etc. Donc on s'est retrouvé dans une entreprise où il n'y avait pas un métier écrasant les autres. Et ça a été un choc pour tout le monde, parce que pour ceux qui avaient l'habitude de se dire, bon bah, on connaît la voie royale pour accéder au comité exécutif ou etc. C'était bon, mais et donc certains effectivement qui étaient les seniors se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs seniors. Et en même temps, je pense que ça a été une chance pour l'entreprise, puisque ce que je vous disais, ça nous a permis d'avoir une palette. Et du coup, quand on a commencé à dire, bah tiens, les éoliennes, ça fait sens, et il faut qu'on accélère dans ce domaine-là. Il n'y avait pas les barons du nucléaire pour dire non, on arrête les conneries, les moulins à vent, ça compte pas, et restons sérieux, il n'y a que le nucléaire qui compte dans la vie. Et je le dis en parlant d'Electrabel. Vous pourriez penser que je pense à une autre entreprise aussi, mais il y avait aussi ce phénomène chez Electrabel, effectivement, de métiers plus nobles que d'autres, et finalement, dans une entreprise, souvent ce qui vous fait rater les innovations technologiques, c'est que les barons de la maison, ils viennent d'un métier, c'est ce métier qu'ils considèrent comme noble, et se dire peut-être que demain c'est un autre métier qui sera majeur pour l'entreprise, c'est un choc pour eux qui n'est pas si facile que ça à porter, parce que c'est eux qui se sont retrouvés aux commandes. Bonjour. On dit souvent que la France ne représente que 1% des émissions de la planète, et que finalement, si la France fait des efforts pour consommer moins, ça n'aura très peu d'impact si la Chine, par exemple, ne la suit pas. Est-ce que vous avez des idées d'accords internationaux qui peuvent être signés pour réduire les émissions globales, pour que la Chine agisse comme la France? Alors, c'est le problème majeur, évidemment, de tous les accords de Paris, etc. C'est le passager clandestin. Chacun se regarde et dit moi tout seul, ça compte pas, il y en a 8 milliards d'autres et il faut qu'on fasse l'effort collectivement. Alors, deux points là-dessus. Un, il ne faut pas croire que la Chine ne fait rien. La Chine, de très loin, est le pays qui investit le plus dans les renouvelables dans le monde. La moitié des capacités renouvelables construites chaque année dans le monde est construite en Chine. Et donc là aussi, la grande différence, c'est que la Chine a toujours dit « je vais développer ça, mais je refuse de me faire mal
et de prendre le risque d'une révolte sociale parce que je basculerais dans une logique qui effectivement interdirait des choses, etc. Donc typiquement, à un moment, je revends du GNL très cher aux Européens, je redéveloppe un peu le charbon, mais ils investissent massivement. C'est en Chine qu'il y a le plus de véhicules électriques aujourd'hui. Pas forcément intelligent si c'est pour charger avec l'électricité faite à partir de charbon, mais ils ont cette vision-là. Et donc ils ont bien dans l'idée d'être les leaders mondiaux de l'énergie décarbonée au sens large. Vous le savez, c'est eux qui produisent quasiment la totalité des panneaux solaires produits dans le monde, et ils en produisent beaucoup plus que ce qu'on pensait. Aujourd'hui, ça m'a encore frappé. Il y a 3 ans, l'AIE envisageait qu'on poserait chaque année 150 gigawatts de panneaux solaires. En 2030, pardon. Aujourd'hui, ils disent en 2030, on sera à 500 gigawatts. Donc ça va très vite. Et ça, c'est le deuxième point. C'est pour moi la meilleure chose que puissent faire les pays riches, c'est de développer les technologies. Il n'y a pas de miracle. Si vous dites, OK, moi je suis vertueux, mais les autres, ils font des cochonneries, ça ne sert à rien. Si par contre vous leur donnez des technologies qui leur permettent de se passer de charbon, pourquoi ils s'en priveraient? Et de facto, le développement du photovoltaïque, ça a été fait parce qu'à un moment, les Allemands ont dépensé des fortunes pour démarrer une industrie photovoltaïque, pour en poser. Maintenant, ça s'accélère et on sait que les panneaux solaires, il y a le problème de la flexibilité, il y a le problème du stockage d'électricité. Mais c'est quand même aujourd'hui ce qui produit de l'électricité le moins cher. C'est beaucoup moins cher que du gaz, du charbon. Après, il y a le backup. Mais ça reste quand même beaucoup moins cher. Donc, c'est ça. Et puis, dernier exemple que j'aime bien donner, comme ça vous pourrez y réfléchir, c'est ne nous réfugions pas derrière le phénomène du passager clandestin pour dire on ne peut pas progresser, parce qu'en fait, la difficulté, elle n'est pas que là. Et j'aime bien donner l'exemple du tabac. Alors, je vais peut-être faire le test. Il y en a combien parmi vous qui fument du tabac Ah zut. Donc pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, et alors, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est on a démarré en France la politique anti-tabac, en gros, avec les lois Veil de 76. Donc la loi Veil, et quand on passe une loi dans un pays sur des sujets de société comme ça, c'est que l'idée que le tabac était nocif était là bien avant. Mais en gros, depuis presque 50 ans, on développe des politiques anti-tabac. Et si vous regardez bien, on a tout fait. Augmenter les taxes, fait des accords avec les vendeurs de tabac pour qu'ils augmentent leur prix, interdit le tabac dans certains endroits. On n'a pas le droit de fumer dans un certain nombre de lieux. On a interdit la consommation aux mineurs. En tout cas, on a interdit la vente aux mineurs, parce que c'est difficile d'aller traquer la consommation. Donc on a utilisé toute la palette du signal prix, du signal d'interdiction et du signal sociétal en faisant des campagnes pour dire aux gens le tabac c'est pas bien, vous devriez pas fumer, etc. Le résultat des courses, et là il n'y a pas de phénomène passager clandestin. Tout le monde sait que fumer c'est mauvais pour ses poumons et les poumons de son entourage. C'est pas pour la planète. Et ben même là, 50 ans après, vous avez encore un quart des Français qui fument quotidiennement. Mais il y a un début de victoire. Effectivement, on voit que la jeune génération, de moins en moins, et accessoirement, c'est surtout plus une nécessité sociale. Quand j'étais jeune, en soirée, ne pas fumer, il y avait un phénomène de groupe qui faisait que vous montriez que vous deviez un adulte en fumant. Ça a complètement disparu. Donc oui, on peut, mais ça se fait sur une génération complète. Et donc, là aussi, les idées de dire on va être plus sobre, on va travailler, on va, etc., ça va se faire. Mais ça va se faire à l'échelle d'une ou deux générations. Et c'est pour ça que développer des technologies reste la meilleure solution. Et déployer des technologies, si elles sont compétitives, c'est très rapide. Du coup, juste pour préciser ma question, si les nouvelles technologies ne suffisent pas et qu'il faut avoir une sobriété globale, comment l'articuler au niveau des accords parce que c'est facile d'imposer dans un pays, mais pour des pays en développement qui n'ont pas eu la chance de croître au XXe siècle et qui maintenant vont consommer beaucoup, comment raccorder le fait qu'ils méritent aussi de se développer au fait que peut-être la sobriété c'est nécessaire pour atteindre en dessous des 2%, des 2 degrés. Les 2 degrés. Alors, là aussi, 2 éléments de réponse. Un, et j'avais été très frappé par, alors j'arrive plus à retrouver qui c'était, mais un membre du GIEC qui avait dit un jour, en fait, on a probablement fait une erreur en totémisant les 2 degrés. Parce que et on le savait, ça va être très difficile à atteindre, il y a un vrai risque que des gens baissent les bras en disant, comme on n'y arrive pas, on laisse tomber, on s'en fout.
Or, vous le savez, 3 degrés, ça sera toujours mieux que 4. Et donc, en fait, chaque carbone évité, c'est toujours ça de gagner. Et donc, il faut être dans cette logique où on se dit, tout ce que je peux faire, c'est toujours ça de gagner, et allons-y, et développons tout. Et dernier point, pour répondre à votre question, oui, évidemment, dire, non, mais tant pis, il y a des pays en Afrique, ils n'auront jamais d'énergie, et ils vont continuer à vivre comme des aborigènes sur quelques îles isolées, c'est difficilement à vendre. Donc la bonne solution, c'est bien d'apporter des technologies compétitives et décarbonées. Après, bon, les discussions internationales, elles ne sont pas si mauvaises, mais elles ont leurs limites évidentes. Bonjour. Il me semble qu'à l'époque, Engie, qui était à l'époque GDF, et EDF, c'était une seule entreprise, et qu'elles ont été séparées en échange de la politique agricole commune. Est-ce que vous confirmez ça déjà, ou est-ce que Oula, je ne sais pas d'où vous entendez ça. Alors, EDF et Gaz de France n'ont jamais été une seule entreprise. Les deux entreprises, je vais vous faire la réponse complète. Les deux entreprises ont été créées effectivement en 1946 sous forme d'EPIC, l'un en charge de l'électricité, l'autre en charge du gaz. Par contre, à l'époque, ils se sont dit qu'il y aurait des synergies à gérer ensemble l'activité clientèle, notamment les clients particuliers comme vous et moi. Parce que de manière évidente, quand vous arrivez chez un client particulier qui emménage, il a besoin, s'il a du gaz, il demande en même temps qu'on lui mette en service son gaz et son électricité. Et quand vous allez relever les compteurs, c'est aussi simple de faire passer une seule personne qui relève les compteurs que d'en faire passer deux. Et donc la synergie était évidente et les entreprises ont mis ensemble toute cette activité d'exploitation. Alors pas l'exploitation des réseaux qui est resté séparé. En fait, il y avait deux budgets. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été directeur d'un centre EDF GDF Service, donc je faisais à la fois du gaz et de l'électricité. Il y avait un budget gaz, un budget électricité. Donc quand il s'agissait d'exploiter le réseau, il y avait des électriciens et des gaziers. C'est pas tout à fait le métier, ou facile à comprendre, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes difficultés. Par contre, l'activité technique clientèle et l'activité de facturation et d'appel client étaient faites en commun et les synergies étaient évidentes. Mais c'était deux entreprises différentes. C'était un espèce de GIE qui avait mis ensemble des activités dans lesquelles il y avait des synergies. Après, il y a eu l'ouverture des marchés. Donc à l'ouverture des marchés, l'obligation européenne, c'était les réseaux deviennent régulés et il y a concurrence sur la fourniture. Donc les deux entreprises qui étaient différentes se sont mis à se concurrencer. Gaz de France s'est mis à vendre de l'électricité, EDF s'est mis à vendre du gaz. Et les pouvoirs publics voyaient ça d'un bon oeil parce qu'ils se sont dit finalement, plutôt que de voir venir des étrangers, finalement, s'il y a un duopole, et puis depuis Total a décidé de rentrer aussi dans ce secteur-là, donc ils ont racheté un indépendant qui s'était créé. Mais tout le monde s'est dit, bon, après tout, pourquoi pas. Et les réseaux restaient, entre guillemets, en commun, c'est-à-dire qu'il y avait une entreprise Enedis, une entreprise GRDF, et on avait en commun toujours cette activité technique clientèle, puisqu'évidemment, les front office, eux, ont été immédiatement séparés, puisque les fournisseurs se sont retrouvés séparés. Et alors, cette synergie a disparu avec l'arrivée des compteurs communicants. Puisque, comme je vous disais, l'intérêt, c'était qu'à la mise en service ou au relevé des compteurs, il n'y ait qu'une seule visite. Maintenant, Enedis a fait un choix technologique de dire, je vais faire un compteur Linky, qui était encouragé par les pouvoirs publics, et c'est une très bonne chose d'avoir des compteurs communicants, parce que vous le savez, pour économiser de l'énergie, il faut savoir ce qu'on consomme le plus possible en temps réel. Et en plus, dans leur technologie, c'est pas le choix qui a été fait en gaz pour des raisons de sécurité, ils peuvent mettre à distance ou changer la puissance à distance. Donc Enedis, à juste titre, s'est retourné vers GRDF, et c'est l'opération que j'ai menée quand j'étais directeur général, en disant, écoute, moi de toute façon, dans l'activité technique clientèle, elle va disparaître sur cette activité régulière et récurrente, va rester que les dépannages, et donc ça, les dépannages, c'est un métier, et effectivement, les dépannages en électricité ou les dépannages en gaz ne sont pas les mêmes. Donc cette synergie n'avait plus de sens, et donc depuis, les activités d'Enedis et de GRDF ont été complètement séparées. Alors par contre, la politique agricole commune, je ne vois pas ce que ça fait là-dedans. Donc. Ma source, c'est ma maman, et elle bosse à EDF, et elle n'aime pas trop Engie. Et justement, par rapport à ça, elle me dit souvent qu'à l'ouverture du marché, c'est bon, arrête de rigoler. À l'ouverture du marché de l'électricité, il y a eu une sorte de contrat qui a été passé, qui était que EDF vend à ses concurrents à un prix producteur l'électricité qu'elle produit, et en échange, ses concurrents s'étaient engagés à développer des moyens de production de leur côté.
Et je voulais savoir, Engie, quel est le pourcentage de l'électricité qu'elle produit, enfin qu'elle vend, qu'elle produit elle-même? Alors ça c'est un autre débat qui est ce qu'on appelle l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Alors, il y a un point de fond. Est-ce qu'on est favorable à un monopole sur la production d'électricité dans un pays ou pas? Donc on peut être favorable, on peut être défavorable. Il n'y a rien qui démontre qu'un système est meilleur que l'autre. À titre d'opinion personnelle, je suis agnostique sur cette question-là. On peut avoir des monopoles efficaces, on peut avoir des monopoles inefficaces, tout est une question de régulation. Et d'ailleurs, on a gardé les monopoles, tout le monde dit que c'est un monopole naturel sur les réseaux de transport, etc. Il se trouve à nouveau, l'Europe, on est 27 pays. Il y a très peu de pays qui avaient des monopoles historiques en production d'électricité. Il n'y en avait quasiment pas. Quand vous creusez, il y avait effectivement la France. Tous les autres, il y avait souvent un opérateur historique très dominant, mais ce n'était pas un monopole formel, officiel, comme on pouvait l'avoir. Et donc, à un moment, l'Europe a dit, on va ouvrir le marché et il ne faut plus qu'il y ait d'acteurs nationaux dominants dans un pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans à peu près tous les pays où il y avait des opérateurs dominants? Je pense à l'Italie, je pense à la Belgique. On a dit à l'opérateur dominant, c'est simple. Comme maintenant, le nouveau modèle de vie, ce qu'on te demande de faire, c'est des marchés et pour qu'un marché fonctionne, il faut qu'il y ait plusieurs opérateurs. Tu vas vendre des centrales électriques et comme ça, il n'y aura plus d'opérateurs tellement dominants qu'il ne permet pas vraiment un marché efficace. Et c'est ce qui s'est passé. Alors Enel a vendu un certain nombre de ses centrales électriques. Alors Electrabel, eux, ils l'ont fait de manière un peu astucieuse, c'est-à-dire qu'ils ont dit à des Allemands, viens m'acheter quelques centrales et viens m'en vendre en Allemagne, comme ça finalement on va faire plaisir à la Commission européenne, plutôt qu'avoir des opérateurs nationaux, on va créer des opérateurs européens ayant des centrales dans plusieurs pays d'Europe. Et voilà. Bon, il se trouve qu'en France, à tort ou à raison, on a expliqué qu'il n'était pas envisageable qu'il y ait plusieurs exploitants nucléaires des centrales existantes. Et donc, ce qui a été négocié à l'époque avec la France, entre la France et la Commission européenne, c'était pour qu'il y ait quand même pas qu'EDF qui puisse avoir de l'électricité disponible pour le vendre aux clients finaux, parce que ce que voulait l'Europe, c'était la concurrence pour le client final. Là encore, à tort ou à raison. Les deux systèmes peuvent exister, et il y a des tas de régulations dans le monde qui prévoient la concurrence à l'amont, à l'aval, sur toute la chaîne, enfin tout est possible. Mais donc ils ont dit la seule manière de le faire, et l'accord qui a été passé à l'époque entre la France et la Commission européenne, c'est de dire écoute, pour permettre à des nouveaux entrants de vendre de l'électricité, EDF va s'engager à leur livrer, plutôt que de vendre des réacteurs nucléaires, ils ont vendu la production, une partie de leur production nucléaire, à un prix convenu à l'avance. Alors après, comme toujours, ce dispositif, alors jamais dans le dispositif, il a été dit que ceux qui achetaient cette électricité-là s'engageaient à produire de l'électricité. C'est écrit nulle part. Et by the way, c'était pensé à l'époque, mais dans une logique où tout le monde était convaincu que la croissance du marché de l'électricité était là. Or, comme je vous l'ai dit, depuis 20 ans, le marché de l'électricité, il est stable en France. Donc, créer des capacités additionnelles, si le marché est stable, c'est quand même pas très astucieux. On en a créé pourtant, on en a créé dans les renouvelables, on a construit quelques centrales à gaz. Mais évidemment, les nouveaux entrants n'ont pas construit l'actif, puisque de toute façon, le marché était déjà surcapacitaire. Donc, économiquement, il n'y avait pas d'intérêt. Et voilà. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation. Alors, il se trouve par ailleurs, comme souvent dans ces cas-là, le contrat à Rennes, il y avait des choses pas forcément complètement anticipées, et notamment un truc tout bête, c'est que comme il était sur un prix dont EDF était convaincu que ce prix était durablement très compétitif, ils n'avaient pas prévu la clause disant si jamais les prix de marché passent en dessous, vous prenez quand même ça. Bon, mais quelque part, c'est dommage, parce que l'immense majorité des gens qui ont pris ces volumes, si on leur avait dit tu t'engages dans la durée et ces volumes tu peux pas les baisser, ils auraient certainement dit oui, puisqu'à l'époque où ça a été mis en place, c'était censé être compétitif. Et by the way, ça n'avait pas d'importance, puisque fondamentalement, quand vous dites... Alors après, on peut dire c'est totalement artificiel. Oui, mais ce qui est important pour vous quand vous êtes un nouvel entrant sur les marchés, c'est d'être compétitif par rapport à l'opérateur historique. Donc dès lors qu'on vous dit il va vous vendre à un prix qui est globalement son coût de production,
vous êtes prêt à prendre le risque de prendre ça, puisque vous savez qu'il n'aura pas le droit de vendre en dessous de ce prix-là. Donc vous savez que le produit est par essence compétitif. Donc oui, ils n'avaient pas pensé que si jamais les prix passaient en dessous, il n'y avait pas d'obligation d'enlèvement, et donc évidemment les acteurs ont été rationnels. Ça n'a pas duré longtemps, mais à un moment les prix sont passés en dessous, et donc effectivement EDF s'est retrouvé avec des capacités en trop, ce qui à juste titre les a fait râler en disant ah bah zut, on est obligé de revendre à perte, parce que finalement on croyait que ces volumes étaient bloqués, ils ne l'étaient pas. Mais il n'a jamais été dit qu'il y avait une contrepartie qui était que les nouveaux entrants devraient investir. Et dernier point, ils l'ont fait. Donc, comme je vous le disais, nous, on est les premiers producteurs d'électricité renouvelable Engie en France, bien devant EDF, et on est aussi les premiers opérateurs de cycles combinés gaz. Donc, en gros, tout ce qui a été construit en capacité électrique en France, il n'y en a pas eu beaucoup, ça a été du renouvelable, ça a été des cycles combinés gaz, ont été très majoritairement construits par les nouveaux entrants. Et il se trouve que ce n'était pas à la hauteur de plusieurs réacteurs nucléaires. Ben oui, mais bon, parce que de toute façon, le marché n'a pas bougé en ce sens-là. Merci. Oui. Bonsoir. Vous avez parlé avant des énergies donc renouvelables et du problème d'intermittence, mais du coup, dans quelle mesure une entreprise comme Engie ne peut pas investir dans le nucléaire, parce que je sais que c'est de l'ordre de 5% de la production d'Engie, c'est dans le nucléaire, et dans quelle mesure il y a un blocage, parce que vous avez parlé avant que justement il y a un monopole sur l'énergie nucléaire qui est donc à EDF, et dans quelle mesure vous êtes bloqué, enfin c'est des conventions de l'État, c'est des conventions de quoi exactement? Bah, il y a deux choses. À un moment, alors à l'époque c'était encore GDF Suez, donc a eu un projet d'investir dans une centrale nucléaire en France. C'était un projet d'Atmea dans la vallée du Rhône. Bon, à un moment, on a considéré que ce projet n'était pas possible parce que visiblement, il n'était pas souhaité par les pouvoirs publics. Et puis après, il y a eu une décision prise par le groupe de dire que finalement, même si on est opérateur de réacteurs nucléaires et on avait des projets, on avait un projet en Turquie et un projet au Royaume-Uni, on faisait le choix de ne plus construire de centrales nucléaires nouvelles parce que fondamentalement, notre vision, c'est que le temps de développement d'un réacteur nucléaire n'est pas tout à fait compatible avec nos possibilités financières, je vais le dire comme ça. Et donc un choix fait de dire on va maintenant investir massivement dans les renouvelables électriques et on renonce à des projets de nouvelles centrales nucléaires. Par contre, on maintient nos réacteurs en Belgique le plus longtemps possible. On vient de renégocier avec le gouvernement belge une prolongation de 10 ans des 2 réacteurs les plus modernes. Mais oui, il y a eu à un moment une volonté d'investir dans le nucléaire et elle n'a pas pu se concrétiser. De la même manière qu'à un moment, Enel était partenaire de l'EPR de Flamanville. Et ils étaient partis pour dire qu'ils participeraient à celui de Penly, et puis ils se sont fâchés avec EDF et Enel est sorti du projet. Oui. Bonsoir, merci. Je me demandais, avec l'augmentation des capacités en renouvelables intermittentes, il y a eu une augmentation d'un besoin en flexibilité pour la production électrique, et notamment les centrales à gaz participent à cette flexibilité avec les centrales hydroélectriques. Je me demandais, avec l'augmentation de cette part intermittente dans la production électrique, dans quelle mesure cela nous rend plus sensibles à des événements comme quand la Russie bloque ses approvisionnements en gaz, parce que d'un côté, la production électrique intermittente remplace à certains moments de la production gazière, mais on est plus sensible, il y a certains moments où on en a absolument besoin. Donc dans quelle mesure ces deux effets se contrebalancent quand il y a un choc d'offres? Alors, c'est très clair, hein, le problème de la flexibilité du système électrique est l'enjeu majeur devant nous. Hein, c'est pour ça que dans nos grandes entités opérationnelles, il y a une entité renouvelable et il y a une entité qu'on appelle FlexGen, qui est vraiment, et on a récemment racheté, ça a été notre plus grosse acquisition l'an dernier, un opérateur américain qui développe des batteries sur le réseau électrique, et on est convaincu qu'il y aura besoin de tout. Il y aura besoin de STEP, hein, des stations de pompage turbinage, il y aura évidemment besoin d'hydraulique, il y aura besoin de batteries à la fois décentralisées et centralisées, et il y aura besoin effectivement d'outils flexibles comme les cycles combinés gaz qu'on a beaucoup fait progresser. On a énormément investi pour avoir des cycles combinés gaz qui ont des durées de ramp-up beaucoup plus courtes, et même les centrales à charbon ont évolué. Certaines maintenant, on arrive à les arrêter pendant une petite durée, puis les faire redémarrer ou des choses comme ça. Donc
C'est le Graal de tous les électriciens, de trouver le bon optimum et les bonnes solutions pour gérer la flexibilité du système électrique. Et ça passera aussi par des signaux tarifaires plus astucieux. Bon, typiquement, la présidente de la Creux a bien indiqué qu'il voulait retravailler le signal tarifaire. Aujourd'hui, on a un système heure-creuseur-pleine qui existe et qui a été conçu dans une logique où y a du nucléaire qui continue à tourner la nuit alors que la demande n'est pas là, et donc on chauffe évidemment les ballons d'eau chaude pour ceux qui ont des ballons d'eau chaude la nuit. Bon, de plus en plus en été, on s'aperçoit qu'on ne sait pas quoi faire de l'électricité entre 12h et 14h dans la journée. Et donc il faut évidemment chauffer. Alors malheureusement, il y a moins besoin d'eau chaude l'été que l'hiver. Mais bon, là aussi, il faut envoyer les signaux qui vont bien. De la même manière, on a l'immense majorité des bornes électriques qui sont installées. Vous arrivez, vous connectez, ça charge tout de suite. C'est pas du tout des charges intelligentes où vous pourriez dire, comme je repars que demain matin, démarre la recharge qu'à partir de 22h, etc. Donc il y a aussi énormément de choses à faire sur le demand-side management et on y travaille. On a notamment une petite filiale qui installe des systèmes qui peuvent aller se brancher sur les radiateurs électriques pour les gens qui ont encore des convecteurs électriques, pour les couper pendant une demi-heure, pile au moment de la pointe de 19h. Merci. Donc moi, ma question, elle était au sujet du rôle des entreprises, dans la mesure où vous avez parlé de la nécessité d'avoir une rupture technologique pour réaliser cette transition. Cette technologie, actuellement, elle n'est pas encore là. Mais même si aujourd'hui, les grandes entreprises, je parle des énergies qui font leur profit notamment grâce aux énergies fossiles, ces entreprises, elles se diversifient, elles sont amenées à investir dans beaucoup de domaines renouvelables, mais des domaines renouvelables qui sont aussi actuellement compétitifs. Est-ce que finalement, ces entreprises, quel est leur intérêt concret tant que finalement les énergies fossiles sont toujours présentes et qu'on a toujours des réserves, de finalement accélérer le processus de développement de ces nouveaux vecteurs technologiques qui actuellement ne sont pas encore compétitifs et n'existent pas forcément. Sachant que forcément leur développement, leur déploiement va être très long et que ces entreprises, elles ont encore des dizaines d'années devant elles. Et finalement, est-ce que leur rôle, il est assumé pleinement de moteur dans cette transition? Merci. Il y a deux éléments. D'abord, nous, en tout cas, on est convaincus que ça va se faire, et donc ceux qui tardent à prendre le virage risquent d'avoir de mauvaises surprises. Maintenant, après le choix actionnarial de chaque entreprise, et vous avez pu voir que c'est très contesté. Il y a eu des actionnaires protestants pour expliquer que BP, par exemple, avait claqué de l'argent dans des projets renouvelables qui étaient stupides et que c'était du gâchis d'argent et qu'il ferait mieux de continuer à faire ce qu'ils savent faire, du oil and gas, et remonter plus de dividendes et que ça va bien comme ça. Donc oui, je pense d'ailleurs pour le management de certaines entreprises du oil and gas, il y a un risque que leurs actionnaires leur disent « mais nous on s'en fout, cracher le maximum de pognon, crever, parce que de toute façon nous on est en train d'investir directement dans les entreprises renouvelables ». Et ça renvoie un peu à la question de fond de l'équilibre finalement. Est-ce que l'actionnaire il dit moi j'investis et je fais mon choix, et vous avez, alors ça c'est une mentalité relativement anglo-saxonne, où on voit que finalement, ils disent, les entreprises, elles se spécialisent, et puis si à un moment elles se cassent la figure, tant pis, parce que moi, investisseur, j'ai investi dans d'autres. Et donc, on peut imaginer que les mêmes investisseurs qui peuvent dire à une entreprise pétrolière, mais non, mais reste dans ce que tu sais faire, sont aussi les premiers à investir dans des entreprises qui font de l'éolien, etc. Après, si vous êtes vous, chef d'entreprise, qu'est-ce que vous faites? Et donc, on voit que typiquement, un Total dit, non, je vais de plus en plus investir dans de l'énergie décarbonée. Mais fondamentalement, la question n'est pas là. C'est est-ce que les pouvoirs publics mettent en place les incitations pour que... et globalement, ça s'est fait. Ce que je vous disais, à un moment, les Allemands ont massivement investi pour permettre le décollage d'une filière photovoltaïque qui aujourd'hui est très compétitive. Donc quand vous dites que les solutions ne sont pas là, si, elles sont là. Après, à quelle vitesse on arrive à les déployer, c'est toute la question. Mais aujourd'hui, vous avez effectivement des solutions décarbonées qui commencent à être compétitives. Peut-être pas sur l'hydrogène, mais sur l'électricité, oui. Mais la question de fond de l'avenir d'une entreprise et du choix des actionnaires, c'est un peu chaque actionnariat qui décide. Enfin, Bonsoir, merci pour votre intervention. Et Engie, c'est une entreprise qui est
privée, mais dont l'État est un actionnaire majeur. Et je me demandais à quel point est-ce que la politique, au sens politique, par exemple, étrangère de l'entreprise, doit être dépendante de celle de l'État français. Et tout à l'heure, vous évoquez, par exemple, que vous avez reçu un appel du cabinet ministériel. Et est-ce que l'État peut vous imposer des choses et des politiques à suivre? Et est-ce que vous avez le droit de refuser ce qu'il vous demande de faire? Fondamentalement, l'État comme actionnaire... Alors, il y a deux choses. Il y a l'État régulateur, il prend les règlements qu'il veut, et Engie, il les respecte comme tous les autres acteurs. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Je donnais l'exemple de la taxe exceptionnelle sur les profits des producteurs d'électricité au moment de la crise, et c'était légitime, et il n'y a pas de souci. Après, il y a l'État comme actionnaire. Le principe même d'un administrateur, c'est de défendre l'intérêt social de l'entreprise. Donc oui, dès lors qu'il y a des actionnaires minoritaires, si à un moment l'État pousse des décisions qui vont contre l'intérêt de l'entreprise, des actionnaires minoritaires peuvent lui faire un procès et obtenir qu'on change cette décision. Maintenant, ça s'est rarement fait parce qu'il y a un espèce d'équilibre, mais pour donner un exemple, quand Nicolas Sarkozy avait gelé les tarifs du gaz, alors même que l'État était majoritaire dans l'entreprise, le mandataire social de l'époque avait fait un recours devant les tribunaux pour expliquer que ce gel des tarifs était une décision illégale, et d'ailleurs on a fini par gagner. Donc oui, quand vous êtes mandataire social d'une entreprise, vous avez obligation de défendre l'intérêt général de votre entreprise. Donc à un moment, si l'État, qui en plus est un actionnaire important, vous demande quelque chose qui visiblement va contre l'intérêt de l'entreprise, c'est un choix un peu cornélien, si l'on peut dire. Donc jusqu'où vous respectez votre mandat de mandataire social au risque que l'État ne veuille pas vous renouveler comme mandataire social, ou à l'inverse, vous ne respectez pas l'intérêt social de l'entreprise au risque d'être attaqué au pénal par un actionnaire qui dirait que vous n'avez pas fait votre rôle. C'est d'ailleurs objectivement souvent pour ça que Bercy a poussé à l'entrée d'actionnaires minoritaires dans des entreprises publiques. J'ai des amis qui sont restés dans la sphère finance qui me disent ce qu'il y a de bien quand il y a des minoritaires, c'est qu'on peut arrêter de faire n'importe quoi. Je caricature à peine, hein. C'est quelque part, c'est cette volonté de se dire, au moins, il y a des actionnaires privés qui nous obligent à faire en sorte que l'entreprise se porte bien et ne se mettent pas à financer les choses qui n'ont rien à voir avec leur cœur de métier. Enfin, oui. Est-ce que vous avez des conseils de sources d'information sur des questions de transition et tout ça? Parce que ça a l'air de difficile, comme on entend tout et n'importe quoi, de se faire une opinion. C'est un peu sévère de dire qu'on entend tout et n'importe quoi. En tout cas, nous, en tant qu'étudiants... Pour donner un exemple, je ne suis pas d'accord avec tout ce que peut dire Jean-Marc Jancovici, mais il ne dit pas non plus tout et n'importe quoi. Non, je crois qu'il faut écouter un maximum de gens. Et là encore... vous le savez, soyez très vigilants sur tout ce qui est outils automatiques des réseaux sociaux qui vous renvoient toujours la même lecture, quoi. Et donc je pense que pour votre génération, le problème clé, c'est comment à un moment sortir des algorithmes et se dire il faut que j'aille regarder ce que disent d'autres. Donc oui, il y a en ce moment un conflit avec les agriculteurs. Il faut écouter ce que disent les partis écologistes, il faut écouter ce que dit la FNSEA, et il faut aussi essayer d'écouter quelques agriculteurs. Alors le problème des micro-trottoirs des journalistes, c'est que souvent ils interviewent 30 personnes et ils retiennent les 2 interviews qui correspondent à ce que eux avaient envie qu'on dise. Donc, mais bien sûr, seul aller chercher des sources différentes vous donne des idées. Et quelque part, les idées même les plus farfelues, il faut se demander pourquoi elles sont là. Et je disais sur le trajet un sondage justement sur est-ce que les Français soutiennent ou pas le conflit des agriculteurs. Et il y a un gros paradoxe. Alors, il y a une réponse qui... Alors, en gros, ils le soutiennent très massivement. Ils soutiennent le fait qu'il ne faut pas imposer aux agriculteurs des choses qu'on n'impose pas aux produits importés, ce qui est quand même le point numéro 1 et la revendication numéro 1 des agriculteurs. Mais après, ils disent qu'il faut supprimer les pesticides, etc. Donc, c'est-à-dire sur beaucoup de sujets, en fait, ils ne soutiennent pas du tout ce que demandent les agriculteurs aujourd'hui. Mais, pour le coup, la bonne nouvelle, c'est qu'à presque 100%, ils disent bien... c'est pas normal d'imposer à nos agriculteurs des contraintes qu'on n'impose pas à leurs concurrents qui nous expédient des produits en provenance d'autres pays. Donc, ce qui est le cœur, finalement, de toute la difficulté. Comment vous gardez une industrie concurrentielle, qu'elle soit dans le secteur agricole ou dans d'autres, si vous mettez des contraintes et que vous ne les imposez pas aux autres. On va peut-être prendre une dernière question. Très bien, merci.
Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question par rapport à la prospective. Vous en avez parlé un peu, d'après ce que j'ai compris, durant la guerre en Ukraine, donc juste avant que vous avez réussi plus ou moins à prédire un peu ça et à bien gérer. Est-ce que à Engie, comment ça se passe la prospective? Est-ce que vous êtes bon là-dedans? Est-ce qu'en France, on est bon là-dedans en général? Et l'importance en fait de la prospective et de la place qu'une entreprise doit lui accorder. Pour une entreprise, alors surtout dans le secteur de l'énergie, qui est vraiment un secteur à temps long, c'est indispensable. Mais je pense dans tous les secteurs, il faut essayer de se poser la question, les secteurs de grande consommation, comment évolue la société. Alors après, c'est pas les mêmes types de prospectives. Typiquement, nos collègues qui travaillent sur les attentes des clients de demain, ils travaillent avec, y compris des gens comme Publicis ou autres, qui font des études d'opinion, qui vont chercher. C'est évidemment ce genre d'études d'opinion pour comprendre comment les besoins des consommateurs évoluent. C'est pas des questions triviales. Soutenez-vous ou pas les agriculteurs. Il faut aller chercher des choses beaucoup plus profondes pour essayer de travailler sur des personas, comment ils évoluent, etc. Mais donc dans tous les métiers, il faut trouver cet équilibre entre la vision long terme, en gros savoir dans quelle direction on va, et des décisions de court terme, faire des budgets, etc. Donc dans l'énergie, c'est assez spontané, parce que vous investissez, typiquement une centrale électrique, ça dure 40-50 ans. Donc vous êtes obligé de vous dire, est-ce qu'elle va être utile pendant 40 ou 50 ans quand vous prenez votre décision. Donc on a ça, on l'a eu de tout temps, tous les énergéticiens l'ont eu, EDF, Total, etc. On va jusqu'à publier nos propres visions, c'est-à-dire qu'on a rendu public ce qu'on estimait être la meilleure manière pour l'Europe de réussir la transition énergétique, avec par rapport à certains documents publiés par la Commission européenne, où on met un peu plus de molécules renouvelables, hydrogène et biométhane, que d'autres, mais on a effectivement cette vision-là. Après, il faut être modeste, comme je vous le disais. Si vous reprenez ce que disait l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, il y a 3 ans, et honnêtement, ils sont très bons, ils travaillent avec tout le monde, avec tous les pays, et ce qu'ils disent cette année, dans le domaine du véhicule électrique, ça a totalement changé. On est déjà à ce qu'il y a 3 ans, ils annonçaient pour 2030, sur le nombre de véhicules électriques dans le monde. Donc, il faut être conscient que c'est pas parce que vous faites de la prospective que vous aurez raison. La prospective, c'est pas prédire l'avenir. C'est essayer d'identifier ces grandes tendances et se dire, bon, je sais pas si ça va croître à telle ou telle vitesse, mais je sais que c'est ça la bonne direction. Et après, oui, il faut essayer quand même de l'écrire noir sur blanc. Vous savez, c'est comme quand vous faites des scénarios de prix. Vous êtes bien obligé d'approuver vos investissements avec des scénarios de prix. Vous savez que le scénario de prix, les vrais prix ne seront pas ce que vous avez mis dans vos scénarios, mais vous avez quand même besoin de cet outil. Donc c'est passionnant, et on a une équipe de quelques dizaines d'ingénieurs effectivement qui travaillent dans ce domaine-là, qui moulinent des modèles, et notamment parce qu'effectivement les scénarios de prix de l'électricité, d'équilibre offre-demande d'électricité, c'est assez technique, ça repose sur des algorithmes puissants comme vous pouvez vous en douter. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Donc merci d'être venu jusqu'à nous et on espère que ça vous a plu. Non, mais merci de cet échange. Et alors, bon week-end au ski pour ceux qui partent au ski, si j'ai bien compris. Merci beaucoup de votre attention et bravo pour vos questions.